Aucune rumeur n'annonça cette tragédie à son propre peuple. Aucun tam-tam n'appela un visage familier à ses côtés. Ironiquement, Osadjefo Kwame Atuapem, showboy, était froid et immobile dans une infirmerie isolée au milieu d'un peuple qu'il ne connaissait pas. Son pays, pour lequel il a pris tous les risques, l'a poignardé d'une blessure mortelle au cœur, comme le coup de couteau de Brutus contre César, de la plus méchante des blessures. Et comme César, qui lutta dans une douleur atroce jusqu'à tomber sous la statue de Pompéi, il lutta, seul, face à la mort, jusqu'à la dernière heure, dans cette infirmerie de Bucarest en Roumanie. Bonjour chers amis, ce vol du Sankofa nous emmène à la triste date du 27 avril 1972, date de la disparition du premier président du Ghana indépendant, un panafricaniste exceptionnel, le feu président Kwame Nkrumah. Éphéméride africaine, pas mon papa. En ce samedi 29 avril 1972, des milliers de Guinéens, je n'ai pas dit Ghanéens, j'ai dit Guinéens, des milliers de Guinéens se sont alignés le long de la route qui mène de l'aéroport au centre de Conakry pour accueillir le corps du président défunt en provenance de Roumanie. Sa veuve Fatia et leurs 3 enfants le voient pour la première fois depuis 6 ans. Ces funérailles ont lieu le lundi 1er mai 1972 en présence de délégations de nombreux pays africains et de Fidel Castro. Devant ces personnalités, le président guinéen Sékou Touré honore le défunt en des mots forts que je cite. Trahi au Ghana, il se retrouve une fois de plus sur le sol libre de Guinée, coprésident de la République, à la grande surprise des puissances impérialistes. Avec Nkrumah, l'unité africaine est devenue une force irrésistible. C'est pourquoi ce penseur et cet homme d'action n'est pas un Ghanéen, mais un Africain, et plus encore, un homme. Fin de citation. Un homme enthousiasmé très tôt par les idées d'égalité, de liberté et d'unité africaine des grands panafricanistes tels que Garvey et Dubois. Après avoir obtenu ses diplômes en éducation, philosophie et théologie en Europe et aux États-Unis, il contribue à l'organisation du 5e congrès panafricain à Manchester, en Angleterre, en 1945, juste avant de rentrer en 1947 dans son pays natal. Cette même année, alors qu'il est en prison, son parti, le CPP, remporte les élections législatives organisées par la puissance coloniale britannique et il devient alors Premier ministre. Son parti remporte également les élections législatives de 1956, forçant ainsi l'indépendance du pays, qui est proclamée alors le 6 mars 1957. Son pays désormais libre est aussi libre d'abandonner son nom colonial de Gold Coast pour s'appeler le Ghana, en hommage à l'ancien empire du Ghana. Mais Nkrumah n'est pas encore satisfait et revendique l'indépendance immédiate de tous les États africains. Il accueille d'ailleurs les 6e et 7e conférences panafricaines de 53 et 58 au Ghana et prône la formation d'une identité supranationale, les États-Unis d'Afrique, entité qui ferait du continent noir l'une des plus grandes puissances au monde. Il est le premier justement en 1958 à apporter son soutien financier et humain à la Guinée tout juste indépendante de Ahmed Sékou Touré, abandonnée par la France à qui elle venait de se refuser. Il pose même une première et concrète pierre du panafricanisme quand il forme le 1er mai 1959 avec la Guinée puis le Mali un an plus tard, une union restée malheureusement symbolique. Enfin, en 1963, il participe activement à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, mais son projet de création d'un gouvernement central africain échoue face à la frilosité de nombreux chefs d'État. Sur un plan interne, sa politique axée sur l'éducation, la santé et les infrastructures pose les bases d'une nation solide, mais connaît également de nombreuses difficultés entre changements multiples de philosophie politique et dérives perçues comme autocratiques sur fond de crise politico-économique majeure et de guerre froide. Vient alors en 1966 un coup d'État qui le renverse alors qu'il était en visite officielle en Asie. Trouvant refuge chez son ami Sékou Touré qui lui propose la coprésidence de la Guinée, il fonde une maison d'édition qui publie ses théories révolutionnaires et ses livres sur l'unité africaine. Malade et craignant pour sa vie, il part en Roumanie pour retrouver la santé, mais il y trouve plutôt la mort, une mort solitaire
Une mort cruelle, ce jour de 1972 à seulement 62 ans. Une mort d'ailleurs aux causes toujours incertaines presque 50 ans plus tard, cancer de la prostate ou de l'estomac, dépression ou même empoisonnement. Quoi qu'il en soit, Sékou Touré, après lui avoir rendu tous les hommages en Guinée, accepte finalement de renvoyer sa dépouille au Ghana, son pays natal, 3 mois après sa mort. Mon cliché africain du jour est logiquement un regret. Je regrette que l'un des hommes politiques les plus visionnaires que l'Afrique ait jamais enfanté ait pu disparaître si jeune dans des circonstances si indignes. Une telle mort est une trahison, un reniement dont le Ghana et l'Afrique tout entière se sont rendus coupables, comme disait un journaliste local dans un article intitulé « Nkrumah, le leader que nous n'avons jamais compris ». Le fait que son corps repose désormais dans un mausolée à Accra, à l'endroit même où il a prononcé la déclaration d'indépendance, le fait que le 21 septembre, sa date de naissance, ait été déclaré jour férié au Ghana et les nombreux prix reçus à titre posthume ne feront rien et ne seront rien tant que l'âme et les idées de ces livres ne seront pas diffusées largement dans les programmes africains. Pour affermir un tant soit peu nos clichés à tous sur un panafricanisme plus que jamais nécessaire pour soigner un continent vraiment trop morcelé pour compter. Retrouvons-nous jeudi, toujours avec le même plaisir, sur un Sankofa lui, tous les jours un peu plus panafricaniste. Merci et au revoir.